Si vous avez essayé une fois dans votre vie de faire de la photo de produit, je suis sûr que vous vous êtes dit, je comprends pas comment est-ce que je vais faire pour avoir tout qui est net depuis la zone la plus proche jusqu'à la zone la plus éloignée de mon produit, parce que là, il y a la moitié des trucs qui sont flous, même quand je shoot à f32. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le focus stacking. Focus stacking ou empilement de photos pour la mise au point, c'est le principe de faire plein de photos avec des mises au point différentes et d'ensuite les empiler pour en réaliser un espèce de composite qui sera beaucoup plus net avec une zone de netteté du coup bien plus grande. Je vais vous montrer comment je le réalise dans mon travail et j'espère que ça pourra vous aider à avoir un flux de travail aussi efficace que possible. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis pas encore tout à fait bien réveillé. Peut-être ça se voit encore à mes yeux qui doivent être tout gonflés. J'ai travaillé sur des photos cette nuit pour m'entraîner sur la photo d'horlogerie, sur photo de montre. Et j'ai fait une photo en me levant ce matin. Je me dis elle est très bien, mais il y a un problème. C'est qu'en fait, quand tu as fait ton focus stacking, tu t'es un petit peu foiré. Il y a un détail que tu n'as pas regardé. Ce détail, c'est si on prend la photo ici, c'est la photo sans le focus stacking. Donc vous voyez qu'on a juste une petite partie qui est nette et tout le reste qui est flou. Alors certains diront que c'est un style et qu'ils aiment bien ça, tant mieux. C'est généralement pas ce que les clients cherchent dans ce genre de domaine. Si je défais mon cadrage, vous voyez que j'ai de l'espace ici jusqu'au bord du cadrage. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai préparé mon cadrage, je l'ai fait pile comme je le voulais. Et quand on fait du focus stacking, c'est une très mauvaise idée. Il faut toujours laisser un petit peu d'espace, laisser respirer un petit peu sa photo. Parce que quand on va empiler, généralement on a un petit peu de focus breathing et du coup, quand on va empiler les photos, on va se retrouver avec un cadrage qui sera un petit peu plus serré. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Vous voyez que j'ai perdu une partie ici de ma photo. Ce qui m'embête un peu parce que j'ai assez envie de rester sur ce crop, mais j'aime bien retoucher mes photos plus larges. Et ici, en l'occurrence, j'ai envie de me laisser l'option d'avoir vraiment tout l'espace à gauche parce que je pense que la photo pourrait aussi être chouette avec un cadrage plus large. Et donc, j'ai envie de la refaire. C'est ce qu'on va faire ensemble. Pour vous présenter un petit peu mon flux de travail quand je vais faire des photos de produits et qui vont aussi demander de faire du focus stacking, je le fais pratiquement toujours de la même manière. C'est-à-dire que je shoot toujours dans Capture One connecté. Comme vous le voyez ici, j'ai mon Z7 II qui est connecté. Il est juste là derrière moi. Et il y a aussi mon set que vous voyez juste pas, mais qui est aussi caché là derrière. J'ai donc tous mes réglages qui sont faits, ça y a pas de souci, je vais rien toucher. Et quand je shoot connecté, j'ai généralement le live view ici qui me permet donc de travailler en même temps sur une vue en direct et sur la photo résultat. Comme ça, si je prends une photo, elle vient directement ici et je peux contrôler que tout est bien ok. J'ai déjà ici refait mon cadrage, je l'ai fait plus large que ce que j'avais, donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'espace ici sur la gauche et le reste normalement devrait ne pas avoir bougé. Ici, comme j'ai déplacé mon cadrage, j'ai aussi des réglages qui étaient appliqué, notamment le fond qui est assombri et aussi le cadran. Je vais juste redéplacer tout ça de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus clean. C'est assez grossier, de toute manière je vais le refaire sur la version finale qui sera elle aussi un petit peu différente, donc c'est rien que je prenne trop de temps ici. Mais comme ça au moins je sais voilà, que tout est bon, rien n'est trop différent de ce que j'avais. J'ai toujours ici une jolie bande de lumière sur mon X11 et le reste, normalement on devrait aussi ne pas avoir trop de différence. Je vois que les dégradés sont toujours pareils sur les différentes zones, donc c'est bien. J'ai réussi à déplacer mon cadrage de manière propre et sans avoir besoin de retravailler mon image, ce qui m'arrange vraiment. Ce que vous pouvez faire dans Capture One, alors ça marche pas avec tous les boîtiers, sinon il faudra le faire à la main, mais vous pouvez ici déplacer la mise au point de l'appareil photo dans le live view, c'est-à-dire que vous pouvez aller du point le plus proche, comme ça vous voyez ici il n'y a rien qui déborde là, il n'y a rien qui déborde là dans les choses que j'ai envie de garder, et ensuite je peux aller sur la zone la plus éloignée, et pareil, je vois qu'ici j'ai encore tout ce que j'ai envie d'avoir dans ma photo. Donc ça c'est bien, et même j'ai envie de dire, je pourrais presque bouger un tout petit peu mon cadrage pour avoir plus ici de maillons et un tout petit peu plus de bracelets. On va le faire tout de suite. Et comme ça, on met tout bon. Donc ça, c'est aussi l'intérêt d'avoir une rotule micrométrique ici. On en parlera dans une autre vidéo, mais je vous ai déjà parlé de l'arc à suisse, c'est ce que j'utilise ici, mais ça me permet de faire des déplacements vraiment très fins et très précis, et d'éviter d'avoir, comme on a avec les rotule avec une boule, un truc qui se déplace dans tous les sens. Donc là, le cadrage, c'est un petit peu le truc à penser, laisser de l'espace autour, essayer de l'avoir aussi proche que possible du cadrage final, mais finalement juste de reculer un petit peu. Si vous avez un rail macro, c'est même encore mieux, c'est-à-dire que vous pouvez reculer votre appareil du moment où vous avez fait votre compo. Pour le moment, j'en ai pas, mais c'est un truc qui est clairement sur mes listes d'achat pour cette année, parce que je pense que ça m'aiderait beaucoup justement pour ce genre de situation-là. Le focus stacking, je vais ensuite pas le réaliser ici, parce que je pourrais très bien ici en fait déplacer à la main le point, ça veut dire partir de la zone par exemple la plus proche,
faire une photo, bouger, faire une photo, bouger, etc. Sauf que c'est super long, c'est super pénible. Si on se rate un petit peu, c'est pas génial. Et sur ce genre de photos-là, je risque d'avoir probablement entre 80 et 120 images à réaliser et le faire à la main. C'est super chiant. Je préfère lancer, partir, laisser tourner. Il n'y a rien qui bouge comme ça parce que je suis sur un parquet, ce qui est pas idéal pour faire ce genre de choses. Donc je préfère me déplacer, sortir de la pièce, aller faire à manger, ranger des choses, faire du ménage, peu importe. Mais je vais laisser tourner l'appareil tranquille. Pour faire ça, il y a un logiciel qui est vraiment génial et qui s'appelle Helicon Remote. Je sais pas avec quel appareil photo il est compatible. En tout cas, avec Nikon, ça marche. Se faire avec Canon, ça devrait marcher aussi. Je sais qu'il y a quelques options qui seront un petit peu différentes. Et si on vient ici d'ailleurs dans les préférences, hop, on voit que Nikon, Canon, Sony, ça marche. Avec Fujifilm, je suis pas sûr, à confirmer. Je vous mettrai un lien de toute façon dans la description vers le logiciel. Pas d'opération commerciale avec eux. C'est un logiciel que j'utilise depuis des années. J'en ai déjà d'ailleurs parlé dans ma formation sur Ampara sur la photo de produit. C'est pour moi la référence en termes de focus stacking. Donc vous allez acheter Helicon, vous avez le choix d'acheter soit une version qui comprend Remote, soit une version qui comprend uniquement l'autre logiciel Helicon Focus. Helicon Focus permet d'assembler un stack déjà fait et Helicon Remote permet de créer le stack pour ensuite l'assembler dans Focus. Si je peux vous donner un conseil, c'est si votre appareil est compatible avec Helicon Remote, achetez les deux en même temps et achetez la licence à vie, payez pas par année si vous êtes sûr que vous allez faire de la photo de produit. Franchement, ça vaut la peine. C'est un investissement à faire et qui, je trouve, est nécessaire quand on se met dans la photo de produit. Dans Helicon Remote, donc quand on l'ouvre, on a ça qui apparaît, c'est le Live View comme on l'a dans Capture One. Une chose qui est importante, c'est que si vous gardez Capture One ouvert, on va le rouvrir d'ailleurs, parce que personnellement, j'aime pas fermer et réouvrir tous mes logiciels à chaque fois. Ce qui est important de faire ici pour éviter des problèmes, parce qu'un appareil photo peut être connecté dans un seul logiciel à la fois. Si vous avez le logiciel Canon, Nikon, Sony ou autre installé, désinstallez-le si vous l'utilisez jamais. Autrement, pensez de le fermer à chaque fois que vous allez ouvrir Capture One ou Helicon Remote. Quand vous passez de Capture One à Helicon Remote, c'est important aussi de venir dans l'appareil photo dans Capture One, de cliquer sur votre appareil et de choisir aucun ou none si vous avez comme moi en anglais. Ça permet de désactiver ici l'appareil photo dans Capture One et vraiment d'être sûr que maintenant tout ce qu'on va faire sur l'appareil photo est pris en compte dans Helicon Remote et plus dans Capture One. Les réglages vont pas bouger, ça y a pas de problème. Et à partir de là, donc vous avez à droite un outil qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu juste avant dans Live View. Ici, faites attention parce que selon les appareils photo, il va falloir choisir un mode de focus spécifique. Sur du Nikon, sauf erreur, si vous êtes en AFC, ça ne va pas marcher. Il faut être en AFS. Sur du Canon, à ma connaissance, il faut être en one shot. Je crois que ça doit s'appeler si mes souvenirs sont bons. Pas de mise au point continue, mise au point simple. Sinon, ça va foirer ici lorsque vous allez passer dans l'Helicon Remote. Vous risquez de soit pas avoir les options, soit quand vous allez appuyer dessus, ça ne va rien faire du tout. Quand vous avez votre appareil ici qui est connecté, vous allez pouvoir définir la mise au point la plus proche. Un truc qui peut aider, c'est zone mise en évidence. Comme ça, vous avez en bleu ou une autre couleur selon ce que vous avez défini dans les préférences, la zone qui est actuellement nette. Donc là, on va partir du point le plus proche, c'est mon petit bouton qui est sur le bas. Je vais appuyer sur A. On voit qu'il y a un petit cadenas, ça veut dire que c'est enregistré comme point le plus proche. Et ensuite, je vais aller au point le plus loin. Ça va être le bracelet certainement, soit en haut, soit en bas. Et si on fait un clic droit, on peut zoomer pour voir le petit truc en plastique à l'intérieur qui me permet de tenir ma montre en place. C'est ce qu'on voit qui est net ici. On va appuyer sur B et à partir de là, on a nos points qui sont définis. Donc le nombre de photos que ça va faire, c'est ce qui est marqué dans prise de vue. Si les espaces entre les photos sont trop grands, ce qui peut arriver des fois, vous pouvez désactiver le auto et ici baisser l'intervalle. Et en le baissant, vous voyez que ça augmente le nombre de photos. Généralement, auto marche bien. Personnellement, c'est rare que je le change, mais ça m'arrive de temps en temps de devoir refaire le stack après. Sur ce sujet sur lesquels je suis en macro et vraiment très proche, ça m'arrive des fois d'aller chercher un intervalle beaucoup plus court pour avoir des transitions qui sont vraiment parfaites. Quand vous avez fait ça, vous pouvez faire un truc, c'est aller dans Helicon, dans les préférences, et ensuite vous avez dans enregistrement la possibilité de choisir où vous voulez enregistrer. Ce que je fais à chaque fois que je vais faire un stack pour un shoot que je fais dans Capture One, je vais ici venir chercher ma session et mettre dans Capture un nouveau dossier. Donc le nom de dossier, je l'appelle set, par exemple ici, parce que c'est le set 3, le stack avec le stack counter, et comme ça me permet d'avoir donc par exemple 703 stack 118. Stack counter, c'est un truc qui est automatique dans Helicon Remote. Comme ça, à chaque fois que je lance un nouveau stack, il va créer un nouveau dossier et j'ai plus besoin de m'en soucier. Le nom de fichier, je reprends exactement la même chose, mais j'ajoute juste un compteur derrière pour avoir les numérotations des photos. En soi, on va jamais vraiment les utiliser ces photos, donc c'est pas très important. C'est juste de manière que ça reste organisé, que j'ai mes photos en fait dans ma session Capture One, de manière à ce que tout soit vraiment au même endroit et que j'ai pas de soucis lorsque je vais faire des sauvegardes ou archiver mes photos. Le reste, je crois que c'est toutes des options par défaut que
que j'ai laissé. La seule chose que je change parfois, si vous travaillez avec un flash qui est assez lent à recharger ou vous travaillez avec un flash à pleine puissance et que vous voyez que quand vous lancez vos stacks, vous avez une photo sur deux où le flash se déclenche pas, c'est intéressant de venir ici dans les préférences sous shooting et de changer pause flash en recharge et de mettre par exemple 1 ou 2 secondes, ce qui permet en fait de laisser le temps entre chaque prise de vue au flash de se recharger. Donc là, ça veut dire que la photo va se faire, ça va attendre 2 secondes et ensuite deuxième photo avec la mise au point bouger. Sur mes Elinchrom, même les LC500 à pleine puissance, généralement je peux laisser à 0 secondes et ça marche très bien. Si vous êtes dans un endroit où vous avez des gros problèmes de transmission d'ondes radio, par exemple, je pense les gens qui habitent au centre de Paris où vous avez souvent des Wi-Fi de partout, des trucs en Bluetooth dans tous les immeubles autour de vous et du coup ça peut créer des interférences. Si vous pouvez travailler avec un câble depuis votre boîtier jusqu'à un flash, c'est une bonne idée. Si vous pouvez pas, essayez vraiment de trouver une fréquence qui est la plus clean et libre possible de manière à éviter des problèmes de déclenchement parce que si vous avez comme là 73 photos et vous devez les refaire, ça va être super chiant. Voilà, donc là on va laisser tout ça comme ça, je vais laisser à 0 et ici du moment où c'est fait, on peut juste faire commencer. Et là maintenant, l'appareil va tourner le temps de faire toutes les photos et l'icône remote va s'occuper, lui, de déplacer à chaque fois la mise au point d'une photo à l'autre, comme vous voyez ici sur mon écran. J'aurais peut-être dû nettoyer la montre avant de vous faire ça, ça aurait été une bonne idée, mais bon. Ça fera un bon exemple pour de la retouche, ce qui est une très bonne chose aussi. Voilà, la pile est finie de shooter, donc ça n'a pas encore pris trop de temps, je n'ai pas regardé quand on a commencé, mais ça va encore. Ici, vous avez normalement un pop-up qui devrait s'ouvrir, personnellement j'ai coché le petit truc pour qu'il me demande plus et qu'il ouvre automatiquement dans l'icône focus, mais si vous ne l'avez pas encore fait, ça va vous demander si vous voulez ouvrir l'icône focus et là à vous de choisir. Personnellement, j'ouvre toujours direct dans l'icône focus et je vais faire mon stack avec les différentes photos pour voir tout va bien, qu'on n'a pas de soucis et que donc je peux continuer ma prise de vue parce que sur des photos comme celle que je suis en train de vous montrer là, c'est pas rare que j'ai plusieurs photos ensuite que moi je vais empiler pour des questions d'éclairage, pour avoir vraiment des reflets qui sont partout parfaits sur toute la montre. Du coup, je m'assure que mon stacking est bon sur une des prises de vue pour ensuite passer à la suivante. Je vais vraiment prendre le temps de faire les choses comme il faut. Dans l'icône focus, vous avez différents onglets. Celui qui nous intéresse le plus, c'est le rendering qui nous permet donc de faire l'assemblage des photos. À noter que l'assemblage de ces photos, vous pouvez aussi le faire dans Photoshop. Vous avez une option qui permet de le faire. Je trouve que c'est un petit peu moins propre et surtout, on ne peut pas travailler en RAW. L'avantage ici dans l'icône focus, c'est qu'on peut utiliser les RAW, en sortir un DNG, donc on reste sur du brut, mais du brut qui sera du coup empilé et ce DNG on peut le ramener dans Capture One pour ensuite le traiter comme un fichier NEF, CR3, RAF ou autre en fonction du boîtier avec lequel vous travaillez. Au niveau des méthodes de traitement, donc de rendering méthode ou je sais pas comment vous allez dire en français, de méthode de rendition de traitement, on va rester là-dessus, le traitement ça paraît bien. Vous pouvez ici choisir entre 3 méthodes. Alors je vais pas forcément vous détailler les méthodes parce que je pense que je vais pas faire un aussi bon travail que ce que font Helicon sur leur site. Si vous cliquez sur le petit point d'interrogation ici, ça devrait logiquement ouvrir le navigateur. Si vous cliquez sur le petit point d'interrogation juste là, ça va vous ouvrir une page d'aide qui est en fait en local et vous avez le détail. Alors je sais c'est en anglais mais vous allez voir c'est pas très compliqué à comprendre parce que vous avez juste à descendre, vous avez méthode A, B et C et vous avez des exemples avec des photos et en soi vous voyez que si on a quelque chose de complexe, méthode A et C sont le mieux. Si on a des images avec beaucoup de glaire, donc la lumière qui se réfléchit et comme on le voit ici sur des trucs brillants notamment sur les montres, la B est mieux, la A serait pas mal, donc pour le moment entre A et B on va dire que ça serait un petit peu ce qui se ferait de mieux. Les images avec un très gros stack, la méthode A est pas très bien, donc ici on a 73 images, je pense qu'on s'approche gentiment des 100, on va plutôt partir sur du coup la B, et pour préserver les couleurs et le contraste, la A ou la B. Donc on va laisser tomber la C, et on va plutôt partir sur la B. Dans les options, ensuite vous avez le radius et le smoothing, donc radius comme dans Photoshop le rayon, et le smoothing c'est la zone sur laquelle il va uniformiser en fait ce que vous allez faire. Il n'y a pas trop de réglages juste ou faux ici, il y a des photos sur lesquelles j'ai un rayon qui est très bas, et d'autres sur lesquelles je suis un petit peu plus élevé. Par exemple sur celle-ci, j'avais essayé de le faire avec un rayon qui était vraiment très faible et ça me faisait des espèces de halos un petit peu partout. Alors on va essayer de le faire, ça va être un petit peu long à faire, mais on va mettre tout au minimum, comme ça vous allez voir un petit peu les effets que ça peut donner. Et puis après on va en faire un deuxième avec les réglages que j'avais qui étaient, j'espère que je m'en rappelle, 15 et 4. Le seul désavantage ici de travailler avec les fichiers bruts dans Helicon Focus, c'est que c'est vraiment pas très rapide, même si j'ai pas 1000 trucs ici ouverts à part l'enregistrement vidéo, ça prend quand même du temps. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut vraiment retraiter la photo dans Capture One après librement, et dans certains cas ça m'a
m'intéresse de pouvoir retraiter dans Capture One. Ça m'arrive des fois dans Photoshop ensuite, donc comme je disais avant, d'empiler des photos différentes pour des différentes zones en termes de lumière. Mais plutôt que de faire 50 photos différentes, il y a des fois où en fait juste changer le curseur d'exposition dans Capture One me permet d'aller travailler sur des zones différentes qui m'intéressent, et même aussi de pouvoir travailler avec des calques dans Capture One, ça m'intéresse. Donc plutôt que de traiter les 73 photos de la pile, les exporter en TIFF ou en JPEG et ensuite les empiler et les ramener dans Photoshop, je préfère faire mon shoot dans Remote, mon stack dans Focus, ramener dans Capture One. Ensuite, il me restera 3 ou 4, 5, max 10 photos pour faire l'empilement pour la lumière dans Capture One. Je vais traiter ces photos-là, les exporter dans Photoshop pour les éditer, et comme ça, après, je suis tout bon. Ça peut paraître un flux de travail un petit peu compliqué, mais ça reste quand même un travail, on va dire, de précision, et où si vous devez aussi empiler pour la lumière, c'est un truc que vous allez devoir faire manuellement, et c'est effectivement un flux de travail qui est pas le plus simple du monde. Vous voyez ici, c'est en train de repérer un petit peu les différentes zones nettes pour savoir après sur quelle image aller repiquer les zones nettes. Donc c'est vraiment en fait le principe de l'icône focus, c'est qu'en fonction du contraste des différentes parties de la photo, il va aller récupérer les parties nécessaires sur chacune des photos qu'on a réalisées. J'ai pas tout à fait les mêmes effets que j'avais hier quand j'étais plus proche, mais ici, vous allez voir que quand je passe donc de la première qu'on a fait avec un rayon beaucoup plus faible que la deuxième, il y a des zones, notamment ici sur le côté du bracelet, sur les maillons, où on va se retrouver avec une espèce de flou. Donc là, c'est net, alors que là, on a des espèces de flou un petit peu bizarres. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine des fois de tester un petit peu les différentes méthodes, de voir aussi un petit peu avec les rayons et le smoothing ce qu'on peut faire, ce que ça peut donner. Ici, ça a été assez rapide la deuxième, 70 secondes, alors que la première a pris 260, donc ça peut aller un petit peu plus vite du moment où il en a fait une, parce que du coup il a déjà les réglages de la netteté. Si jamais il y a aussi Render Preview qui permet d'aller un peu plus vite, qui devrait, je crois, faire un traitement des photos, et ensuite vous pouvez avoir un taille de preview, ce qui vous permet de gagner du temps si vous voulez vraiment trouver le réglage exact. Donc ça peut être intéressant si vous n'êtes pas trop sûr de vos réglages, de juste laisser le temps de traiter une fois vos images, et ensuite vous pouvez jouer avec les différentes méthodes et les différents réglages aussi pour vraiment trouver le truc parfait. Donc là on voit que ça l'a lancé. Si je passe en méthode C, ça va vraiment très vite. Alors voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Avec la méthode C, on le voit bien sur cette photo là, ça nous fait des effets vraiment pas très propres sur les maillons. Et même ici sur la lunette, on voit qu'on a des espèces de halos qui sont vraiment pas plaisants. Ça peut assez facilement arriver sur des images d'avoir ce genre de problème, et avec Photoshop, c'est le genre de truc qui peut rester. Ici avec l'icône focus, vous pouvez choisir vraiment la méthode qui vous convient le mieux. Si je pousse mon rayon un peu plus haut, ou si je le redescends, on peut vraiment aller chercher exactement ce que l'on veut. Donc ça, c'est, vous n'êtes pas trop sûr sur une photo des réglages à chercher, à trouver, à utiliser, ça marche super bien. Et du moment où vous avez fait, vous faites render et c'est tout bon. Ici, je vais laisser le dernier qu'on avait, le 15.4, marchait plutôt bien, on n'est pas trop mal. Il y aura des réglages de façon à faire après dans Photoshop, à aller retoucher certaines parties. Pour le moment, j'ai pas trop mon souci, ça me paraît vraiment propre. Si jamais vous voulez déjà retraiter une partie, parce que par exemple, vous voyez qu'il y a des zones qui sont pas très propres, où ça n'a pas pris la bonne photo, vous pouvez aller dans Retouching ici, et en fait, vous pouvez cliquer sur la photo. Donc par exemple, si je veux, je sais pas, un des maillons qui soit net, je vais ici cliquer et je vais regarder à gauche la photo qui est en fait sélectionnée. Et par exemple, prenons ici 25. Sur la 25, on a de la netteté ici. On pourrait ensuite venir cliquer là, je vais pas le faire parce que ça va ruiner du coup mon traitement, et je pourrais repeindre. Donc si vous avez des problèmes de, comme je vous montrais avant, de halo à des endroits, vous pouvez aller choisir la photo à utiliser pour remplacer ce problème de halo. Prenons par exemple la pile qu'on avait fait tout à l'heure. Si par exemple sur elle, on trouve qu'il y a des petits problèmes, je sais pas, ici, on va chercher une photo, par exemple celle-ci. Donc là, on est net sur le devant de la corne, et puis on peut venir ici et peindre. Alors ça se voit pas beaucoup parce que du coup il y a pratiquement pas de différence, mais si par contre à l'inverse je peins sur la partie arrière, vous voyez que ça devient flou. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut aller rechoisir les zones que l'on veut utiliser pour mettre sur notre photo. Je vais pas garder donc cette première pile, on va garder la deuxième, on va l'enregistrer. Et si vous avez différentes possibilités, si vous avez traité votre photo, que c'est tout bon, vous pouvez faire ça en TIFF, en JPEG, pas de problème. Perso, je le garde toujours en DNG, donc c'est mon stack 3, on va enregistrer, vous pouvez lui donner un autre nom si vous le voulez. Généralement je donnais un autre nom, mais pour cette session là je les ai laissés comme ça, donc c'est pas grave, je vais laisser ça. On va faire save. Quand c'est enregistré, vous aurez la petite beach ball qui va disparaître. Je vais déjà fermer remote parce que j'en ai plus besoin. C'est la dernière pile que je voulais faire pour celui-ci. On va reprendre Capture One. Et si je viens dans ma librairie, dans le set 3, vous voyez que j'ai la photo que je viens de réaliser. Je vais reprendre les réglages de l'autre photo. On va juste réajuster les calques de réglage. Je les referai un peu plus propres plus tard, mais voilà. Comme ça, vous avez vraiment l'idée. Et maintenant, si on zoome, on voit donc qu'on a absolument tout qui est net. Ce qui nous laisse la possibilité d'avoir
encore plus de poussière à nettoyer. Mais avec ça, je vous reviens tout bientôt avec d'autres vidéos sur le nettoyage de poussière d'ailleurs, parce que j'ai deux choses que je souhaite vous montrer. Une que j'ai développée et une autre qui m'a été donnée pour tester et vous en parler. Et je dois avouer que je suis assez satisfait des deux solutions. Donc je vous en parlerai bientôt, c'est des solutions pour Photoshop. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Si vous souhaitez que je vous parle d'autres parties spécifiques de mon flux de travail sur la photo de produit ou de la partie business, commerciale et autres de mon travail, n'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous en commentaire. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!